Non, ça tombe bien parce qu'on m'a demandé de raconter ça sur Torah Box et puis j'arrive pas à débloquer le temps. Tov. Hein? Oui, un bruit. Faudrait fermer la porte. Qu'est-ce que j'ai bien raconté alors là? Tov, et après machin, on va voir. Hein? Tout je raconte. Pardon? Non, ça commence bien avant, c'est ça la question. Les grands-parents, j'ignore mon Gilgoul. Tov, à la question de Eric. Répétez. Alors, ce chiour est dédié à la réalisation de tous les vœux de Michael Chaim Ben Solange Mamisha et de Erika Simchatamar Bat Myriam. La question de Eric. Alors ma question elle est simple, vous parlez souvent de tchouva dans la plupart de vos cours, et vous-même vous êtes un chazar bitchouva. Un choser bitchouva. Choser bitchouva. Et je voulais savoir comment vous avez été amené à devenir un Baal tchouva. Bon, alors la réponse, comment on est amené à devenir un Baal tchouva, elle est la même pour tous les Baal tchouva. C'est indépendant de nos volontés, c'est clair, si on peut raconter, et je pense que ça intéresse le public, c'est parce que j'ai compris, alors on va raconter dans l'histoire, mais en fin de compte, c'est clair, si on fait une introspection, quelqu'un ne fait tchouva que parce que je veut qu'il fasse tchouva. Tu entends un message, moi en tant qu'aujourd'hui, personne qui essaie de faire tchouva aux autres personnes, je peux parler à un public. Un sera sensible au discours, l'autre ne sera pas sensible. En fonction de quoi? Le discours est le même. Pourquoi un a été sensibilisé et entreprend une démarche, l'autre reste où il est? C'est clair que ça correspond à son âme, à sa sensibilité, à la vérité, à Dieu. Maintenant, qui est le vrai définisseur à quel point l'âme sera sensible? Qui a fait qu'il vienne écouter ce cours au bon moment? Qui a fait que je Après que il fait pour un et pas pour un autre, ça on a parlé dans différents cours, le Stapler il a écrit qu'il y a deux choses qui peuvent être à la source d'une tchouva, chacune séparée ou les deux à la fois. Le mérite des ancêtres et une mitzvah qu'on aurait fait dans notre jeunesse, qui peut être aussi souffrance. On a vu souvent des gens qui ont souffert dans leur jeunesse faire tchouva, parce que c'est un mérite. La souffrance en elle-même, je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant pourquoi, mais elle a un mérite en soi. Ça, c'est la vraie réponse. Maintenant, comment c'est habillé? L'habit. Par où commencer? Je suis né en Suisse. De façon tout à fait anormale, parce que ma mère est née à Jérusalem, mon grand-père maternel aussi, ma grand-mère maternelle, je crois aussi, à Jérusalem. Sont d'origine de Bukhara, Boukharistan, c'est un peu au nord de l'Afghanistan là-bas. Mon arrière-grand-père s'appelait Shlomo Moussayov, Zatzal, était un grand idéaliste. Et il était riche, lui et tous les riches de sa communauté ont pris toute la communauté à dos de chameau, ou à dos d'âne, je ne sais pas exactement comment ils sont venus, c'était en 1870 environ, et ils se sont installés ici à Jérusalem. Ils ont créé un des premiers quartiers hors des murailles de Jérusalem. Le quartier des Boukhariens. Et ils l'ont appelé Rehovot. Rehovot, ça veut dire, c'est large. Pourquoi? D'abord, ça correspond aussi à une notion dans la Torah. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait que la vieille ville. Dans la vieille ville, les rues les plus larges faisaient 2 mètres. Elles ont fait des rues larges de 10 mètres. D'accord? C'était tout à fait nouveau dans la conception. Et chose extraordinaire, on peut aller jusqu'à aujourd'hui à vérifier, donc dans le quartier des Boukhariens, toutes les rues, elles donnent tout droit sur le temple. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu vois le temple, tu vois au-dessus. Aujourd'hui, on voit l'hôtel intercontinental, c'est au-dessus du mont des Oliviers. Quand tu es dans Rehov, Ezra par exemple, là, tu regardes, zip, tu es en plein dedans. Donc, très idéaliste, un des cousins à mon arrière-grand-père a construit un palais là-bas sur Rehov Ezra, un palais pour le Mashiach, qui existe encore aujourd'hui, un très beau palais, comme ça, sur 2 étages. Aujourd'hui, il y a une école Chabad là-bas. Des gens très idéalistes. Et féru de Kabbalah. Mon arrière-grand-père, je ne sais pas à quel point il était un grand Talmid Chacham. Bon, il connaissait un peu. Ce n'est pas un des grands de la génération, certainement pas, mais il était riche.
était bijoutier dans son métier, et il avait la plus grande bibliothèque de bouquins de Kabbalah au monde. Et le Ben Ish Chai en parle, c'est lui le premier qui a édité et distribué gratuitement des Sidurim où il y avait le Shiluv Havaya Adonut. Shiluv Havaya Adonut, c'est le Shiluv. C'est donc quand on dit le nom de Dieu, dans la prière, Baruch Ata Hashem, alors d'après la Kabbalah, il faut penser les deux noms de Dieu, celui qui est écrit, Yud-Ke Vav-Ke, et celui qu'on dit, Ado. Il faut le penser, je prends Yud-Ke Vav-Ke et je prends Ado, et je vais mettre comme ça, je fais une... Comment on appelle cela? Superposition, d'accord? Ça fait Yud, Aleph, Hei, Daled, Vav, Nun, Hei, et puis Yud. Et le Ben Ish Chai dit, c'est très important quand on dit ce nom de Dieu, de penser cela. Très dur. Et aucun sidour ne le marquait. Aujourd'hui, la majorité des sidourim Sfarad s'est marqué ainsi. Le premier qui a publié un sidour comme ça, vu qu'il aimait beaucoup la Kabbalah, c'était mon arrière-grand-père. Il a créé une synagogue, en son nom Moussaïov, c'est la famille Moussaïov, qui est encore aujourd'hui le seul shtiblach, un des seuls shtiblach Sfarad qui tous les shtiblach sont d'origine polonaise d'habitude. C'est un shtiblach d'origine boukharienne Sfarad. Bon, donc, mon grand-père et ma grand-mère sont nés en Israël, deux familles sionistes dans l'âme, idéalistes. Côté paternel, mon père est né à Beyrouth, il est devenu orphelin à l'âge de 11 ans. Ma grand-mère était d'origine de Yafo, elle est née à Yafa ici, à Jaffo en Israël, et puis quand les Anglais sont arrivés, alors ils ont mis dehors tous ceux qui n'avaient pas une certaine... Je ne sais plus comment c'est passé, il y avait une expulsion ici des Juifs de Yafo, elle s'est retrouvée au Liban, elle était toute jeune et belle, mon grand-père il s'occupait des réfugiés, il a remarqué, il s'est marié avec elle. Et mon grand-père était soldat dans l'armée turque de la Première Guerre mondiale. Et son unité, donc l'armée turque était en train de perdre du terrain, alors les Turcs ont décidé, c'était une unité de juifs, de tuer tous les juifs. Ils ont mis du poison dans le puits, et tous ceux qui ont bu du puits, ils sont morts. À part deux, mon grand-père et un autre, qui avait bu beaucoup moins que les autres, mais il était quand même été touché, et mon père me raconte que toute sa vie, il était très malade devant tout ça, et puis bon, il était malade toute sa vie, puis un jour il s'est fait opérer, évidemment à l'époque ça ne marchait pas très bien, et décédé quand mon père avait 11 ans. Mon père ayant 14 ans, c'était en 1951, c'était les débuts de l'État d'Israël, les sionistes, machin, il a laissé une lettre à sa mère la nuit, bye bye, je pars, je vais en Israël. Hop, il est parti en douce au milieu de la nuit. Tout ça je raconte parce que dans la famille, on est des fervents sionistes voilà. On sait que je nais en Suisse. Alors mon père a rencontré ma mère il y a un certain temps, 51 ans, c'est en 1959, ici à Jérusalem, et mon grand-père habitait à l'époque à Genève. Et ils invitaient pour 2 semaines, lune de miel, honeymoon à Genève. Bon, ils sont partis à Genève, et puis comme tous les jeunes couples israéliens, ils ont vu qu'à Genève on peut faire un peu d'argent. Moi, on reste 6 mois histoire de faire un peu d'argent avant de rentrer en Israël. Après 6 mois, bon, allez, encore 6 mois. Après 1 an, ça va. Je suis déjà, ma mère est enceinte de moi-même, j'étais le fils aîné. Bon, quand il va accoucher, on rentre en Israël. Pas question d'élever nos enfants ici en Suisse. Bon, le gosse, il est né, les affaires vont bien, donc on reste encore 1 an. Bon, quand ma mère retombe enceinte une 2e fois, bon, quand le deuxième va naître, pas question qu'on ait avec 2 enfants ici en Suisse, dans ce pays, on rentre en Israël. Le 2e enfant est né. Les affaires continuent très bien, donc on continue. Et depuis que j'ai une conscience, j'ai toujours entendu, l'année prochaine, c'est que tu rentres à l'école, au GAN, au jardin, à la maternelle, là, on rentre en Israël. Après, tu rentres en primaire en Israël. Dès que tu auras 10 ans en Israël, ta bar mitzvah, on rentre en Israël. Bon, moi j'étais éduqué comme quoi notre pays c'était Israël. Ma mère me racontait, j'ai oublié ça, c'était dans ma jeunesse, ma tendre jeunesse, on avait appris à l'école ou sur Guillaume Tell ou sur un autre héros suisse, et je suis rentré à la maison, j'ai dit, je suis fier d'être suisse. Baruch Hashem, Baruch Hashem, je ne disais pas ça à l'époque. Bon, on a des héros suisses comme ça. Et mon père m'a flanqué une tarte, paraît-il. Je ne me souviens plus. Il m'a dit, t'es pas suisse, t'es israélien. Bon, je venais en Israël, j'étais pas un israélien, je parlais à peine la langue, j'étais un Suisse, d'accord? Donc j'avais déjà un terrain de prédilection, on va dire, de remise en question identitaire. Qui suis-je alors? Je suis un Israélien, un Suisse, qu'est-ce que je suis? Juif, je savais que j'étais juif, j'étais le seul juif dans ma classe, avec des goïms aussi. Ça aussi, c'est une question qui... Donc assez rapidement, dès ma jeunesse, je posais des questions existentielles. Pourquoi on vit? Quel est le but? Oui. Pourquoi c'était vos parents d'origine?
Alors, très très bonne question. Ma mère m'autorise à raconter son histoire. C'est un grand kiddush là-dedans. Vient d'une famille hyper, enfin, on va dire religieuse, très religieuse. Elle est née à côté de Mehacharim, Rav Strauss, d'accord, c'est vraiment en face du Badatz. Mais mon grand-père éduquait à l'ancienne, comme beaucoup de gens. C'était un bon monsieur, mais bon, c'était pas adapté, surtout qu'en Israël, il y avait un mouvement anti-religieux terrible. Et ma mère et presque tous les frères et sœurs, ils avaient 14 frères et sœurs, ils ont tous tout plaqué. Certains sont devenus anti-religieux, dont ma mère. On peut dire leader des anti-religieux, c'était ma mère. Anti-religieuse, mais pas quoi, à mort. Quand je suis né, ils étaient pratiquants. C'est Shabbat, trucs comme ça, cacheroute, tout. Puis un beau jour, on a eu ras-le-bol, elle a tout plaqué. Mais elle est plaquée, elle est partie, j'avais environ 6-7 ans, elle est partie à l'opposé. Et dans la rue, voyant religieux, c'était l'insulte. La haine, d'accord, terrible. Quand, vers l'âge de 17 ans, 18 ans, je commençais à... C'était un peu plus tard déjà. Bon, alors, je me posais des questions existentielles. Bon, puis j'étais bien en Suisse, tout allait bien, mais je me suis dit, il faut quand même que j'aille vérifier c'est quoi Israël. Et puis, Genève, il y a beaucoup de riches. Et j'habitais donc à Genève, je fréquentais la communauté qui était riche. Je crois que on ne se trompe pas en disant qu'un des endroits de la densité de millionnaires ou milliardaires au mètre carré la plus élevée au monde doit être à Genève, entre autres. Et c'était d'un ennuyant total. Mais c'est clair, moi j'avais un futur tracé. Mon père était millionnaire, j'ai un copain qui était le fils de l'associé de mon père, dont la société est aussi millionnaire. Maintenant, il est multimillionnaire aussi. Voilà. Alors, j'ai eu 5 voitures, 3 yachts et 20 maîtresses. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire, faut pas rêver. C'est quoi être riche? Quelqu'un qui est riche hors de la Torah, qu'est-ce qu'il a? L'argent et les femmes, ça va ensemble, il faut savoir. Voilà. Donc la frime, les machins, les trucs. J'ai eu la maturité suisse, parce qu'en Suisse, ils sont un peu plus lents qu'en France, donc ça prend du temps d'arriver à faire le bac. C'est à l'âge de 19 ans, c'est pas à 18 ans, ils sont un peu plus lents. J'ai eu la maturité suisse, c'était fin juin, 30 juin, je crois, le 30 juin 1979, c'était en 1979, d'accord. 2 jours plus tard, j'étais en Israël. Ça fera 31 ans aujourd'hui, et quelques mois, Baruch Hashem. J'étais en Israël, ouf. Et tout de suite j'ai compris, voilà, moi c'est fini la Suisse, je reste en Israël. Je voulais vérifier aussi c'est quoi la religion. On m'a dit, il y avait un truc qui s'appelle Mayanot, c'était Manitou à l'époque, c'est un truc, un séminaire, garçons et filles mélangés, dans le même bâtiment, premier étage garçon, étage du dessus filles, les repas ensemble évidemment. La nuit, il n'y a pas de madrir. Bon, évidemment, tout le monde comprend comment ça finit. Et Baruch Hashem, Dieu m'a aimé. Je crois que sur 30 ans que Mayanot a existé, 2 semaines avant que la session commence, ils m'appellent et me disent on annule la session. La seule session qui a été annulée en 30 ans, c'était la mienne. Il n'y avait pas un équilibre, il n'y avait pas suffisamment de garçons pour trop de filles. Et il faut que ça soit équilibré, bien sûr. Donc je me retrouve comme ça 2 semaines avant le début de la session, je ne sais pas quoi faire. Bon, je vais aller faire une mechina à la fac. Moi, je voulais apprendre l'hébreu surtout. Bon, je vais là-bas. Mes parents sont israéliens. Ma mère ne parlait pas un mot de français quand je suis né. Donc j'avais l'hébreu dans le sang. En plus, j'allais à des cours d'hébreu. Donc j'arrive là-bas, j'avais un très bon niveau. Anglais, j'avais un bon niveau, parce qu'en Suisse, ils sont bons en anglais. Maths, j'avais un bon niveau. Alors ils m'ont dit, écoutez, au niveau de mechina, vous avez très peu d'heures de cours. Allez déjà en première année, dans ce que vous voulez. Je suis allé en philo. Philo, j'ai fait aussi des cours de Talmud. Premier cours de Talmud que j'ai fait là-bas, à la fac. Alors j'avais à droite un curé qui m'a fait un grand sourire, très sympa. Au milieu d'année, j'ai commencé à porter la kippa. Il m'a vu ça, dès ce jour-là, c'est le froid total. Après, j'ai compris que c'était un missionnaire, d'accord. Lui, il avait une proie de choix, un bon juif qui vient comme ça à la fac. Bon, j'ai mis la kippa, il y avait des Arabes, des Chinois, enfin, c'est à la fac. Le Talmud, tout le monde apprend le Talmud. Cours de Kabbalah, il y avait à la fac. Comme quoi, Rabbeinu Hari, il était bipolaire. Maniaco-dépressif, parce que c'est marqué dans Rabbeinu Hari que des fois il était très heureux, des fois il rentrait comme ça en tristesse, il voyait tout ce qui allait arriver, toute la Shoah, les choses pareilles. Donc déjà c'est un malade. D'accord, bon c'est à la fac. Mais néanmoins, Baruch Hashem, j'ai suivi des cours de Torah en externe, et au bout d'un an, j'avais 3 solutions. 1, la Torah est vraie, donc il faut être religieux. 2, je reste en Israël. 3, vu que je suis israélien,
donc je dois faire l'armée. Je n'ai pas le choix, je dois faire l'armée. J'aurais pu rentrer en yeshiva et pas faire l'armée, etc. Je lui ai demandé à un rabbin. C'était un rabbin pas la même tendance que nous avons, et qui a dit, fais les deux, fais armée et Torah. Bon, moi je vais dans une yeshiva comme ça, je suis allé à yeshiva à côté, où ils font Esder, où ils font les deux choses à la fois, et l'armée. Je vois tous les gens habillés en noir et blanc. Moi je ne connaissais rien, j'avais des cheveux longs, enfin tout à côté de la plaque, je ne connaissais rien. J'ai dit, c'est pas pour moi ce machin. Bon, alors je fais l'armée normale. Je fais l'armée normale. Vu que je suis arrivé officiellement, j'avais 19 ans quand je suis arrivé, mais c'était une nouvelle loi qui était donnée à l'époque, on pouvait faire un essai pour les anciens Israéliens à venir un an en Israël. Et après, s'ils décident de venir, alors c'est comme s'ils sont venus à l'âge de 20 ans, c'est après l'année. Donc officiellement, vu que je suis arrivé à l'âge de 20 ans, je vais faire que 2 ans d'armée. Je rentre à l'armée et je pratique rien. Mais je sais que la Torah est vraie, qu'un jour je serai religieux. Pourquoi j'ai fait comme ça? Je me suis dit, je n'arriverai pas à les 3 à la fois. Faire l'aliyah, c'est pas facile. Faire Tchouva, c'est pas facile. Faire l'armée, c'est pas facile. Les 3 à la fois, je ne tiendrai pas. Donc je vais aller d'abord la phase de... Je rentre en Israël. Après, physiquement, je deviens israélien comme tout le monde, je fais l'armée. Puis après, et après, machin, un club de Dieu, je commencerai à être religieux. Oui. Ah, comment est-ce que c'est vrai? C'est très intéressant. Alors il y a 2 choses qui m'ont... Bon, d'abord, j'allais à des cours qui... J'avais un truc spécial. Quand j'allais à ces cours-là, je me sentais sur un nuage. Ça me touchait énormément. Ça, c'est la première chose. Secondo, au niveau rationnel, il y a 2 choses qui m'ont extrêmement touché. Notre histoire. Comment, Am Israël, et c'est un truc que je répète encore jusqu'à aujourd'hui, c'est mon cheval de bataille, comment ce peuple, je ne croyais même pas en Dieu, hein. Je ne sais pas si Dieu existait, mais je ne comprenais pas comment ça se fait que le peuple d'Israël réussit pendant 4000 ans à survivre, dont 2000 ans en exil, et de façon systématique, on veut le détruire. Et il survit, et mieux, après il revient sur sa terre. Phénoménal. Deuxième truc, c'est un truc plutôt philo, ça s'appelle l'altérité. Il y a un truc en philo qui s'appelle altérité, ça vient du mot alter en latin qui signifie autre, pour nous dire que Dieu, il est autre. C'est-à-dire que tu n'as aucune possibilité, dans ton esprit, toi, fini, de saisir une chose qui est infinie. Absolu. L'absolu, quand il vient dans ma tête, ça fait un grand brouhaha, c'est pas possible. Donc, par définition, chaque Torah, c'est-à-dire chaque Bible, chaque religion, qui est cohérente de A à Z, et qui se veut être l'expression de l'absolu, est fausse. Elle ne peut pas être absolue, elle ne peut pas être la vraie vérité absolue, parce que l'absolu, quand il vient sur Terre, il est incohérent. À part une Torah, notre Torah, qui dit dans Hérouvine, page 13, Beth Hillel disent A, Beth Shammai disent moins A. Qui a raison? Les deux. Les deux sont paroles du Dieu vivant. Dieu vivant, ça veut dire l'absolu vivant. C'est interactif. Il y a dans la vérité 2 choses qui sont contraires. Pour toi, être humain, tu ne peux pas comprendre. Donc, la réalité absolue, oui. Ah, c'est pas une preuve que c'est vrai. C'est pas une preuve que c'est vrai, c'est une preuve que c'est pas faux. Il n'y a pas de preuve que c'est faux. Il n'y a pas de preuve que tout le reste c'était faux. Chaque théorie cohérente, par définition, est fausse parce qu'elle ne peut pas être absolue. Elle est humaine. Humaine, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la vraie vérité. Moi, j'étais un torturé de la vérité. Je me souviens dans ma jeunesse, 17-18 ans, je tournais dans mon lit des fois des nuits entières sans dormir. Pourquoi on vit? Quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? J'étais torturé assez tôt. Dieu m'a beaucoup protégé. J'étais le seul garçon dans une classe de filles les plus belles du collège. Et Baruch Hashem, j'ai été sauvé. J'aurais pu tomber dans le panneau. Bon, je me sentais toujours un peu différent. Hein. Juif, je ne suis pas pratiquant, mais eux c'est eux, nous c'est nous. Mais c'est clair que j'ai été sauvé. Ce n'est pas tout à fait anormal. Tov, je rentre à l'armée, très mashkian, très motivé. Et j'ai commencé un beau jour à plus rouler en voiture Shabbat, c'est tout. Non, c'était comme ça. Et je me souviens que je suis rentré à Genève une fois, et là mes parents étaient tous ont invité la famille à aller manger chez des amis en voiture Shabbat, et j'ai dit à ma mère, là c'était terrible, ça a été un boom supersonique, elle m'a fait jurer que jamais je serais chômeur Shabbat. Et je lui ai dit, sincèrement, j'ai accepté. Rien, non, moi religieux, jamais. Elle ne supportait pas ça. Vous avez dit qu'elle était pratiquante. Hein? Non, mais j'ai dit après qu'elle a tout plaqué.
Elle me permet de raconter ça, elle me permet de raconter tout, parce que pour finir, elle a quand même fait tchouva. Donc, il y a plus de Kiddush Hashem. Et puis, l'armée, j'étais très motivé là-bas. Très motivé. Et d'un côté, ce que j'avais à l'intérieur, le fait de vouloir faire un jour de tchouva, c'était très caché. Chez beaucoup de balais de tchouva, la réflexion, elle est très interne. Ils n'en parlent pas beaucoup. Et ça mûrit, puis un beau jour, tac, ça éclot. Et les gens sont très surpris comment, en 2 secondes, c'est comme les fleurs. Les fleurs, d'accord, le bourgeon, il grossit, tac, ça, entre le mûrissement et l'éclosion, c'est extrêmement rapide. L'éclosion est extrêmement rapide. Donc je jouais une sorte de double jeu, où je savais que j'étais religieux déjà à mort dans le corps, mais extérieurement presque rien. Et ça, je dis à tous ceux qui sont dans ces périodes où ils sont encore... ils savent déjà que c'est vrai, mais ils sont encore habillés, on va dire, et ils ne sont pas trop pratiquants, habillés encore comme un non-religieux et pas trop pratiquants. C'est un moment aussi pour pouvoir en placer des bons points chez l'entourage, parce que tu n'es pas encore brûlé, on ne t'a pas pris encore pour un... Ça y est, lui, c'est fini, il a fait tchouva, on lui a fait un bourrage de crâne, il est mort, d'accord. Quand tu es déjà affiché religieux, pour eux, tu es mort. Voilà, tu n'as plus rien à dire, on t'a fait un bourrage de crâne, tu n'as plus rien à dire. Là, tu es encore dans leur camp. Et du peu, en discussion, commençait à en placer beaucoup. Je me souviens à l'époque, à l'armée, il y a eu les élections en Israël. Et tout le monde avait des discussions terribles. Il y avait trois grands partis, enfin il y a 2 grands partis, Aleph et Bet, d'accord. Je sais pas, c'était de gauche, hein, la droite, Aleph et Bet, grande bagarre. Moi je suis allé, j'ai voté Gimel. Gimel c'est le parti orthodoxe. Bon, mais je n'avais rien d'un orthodoxe. Bon, puis j'ai rien dit à personne. Quand ils m'ont demandé quitte, j'ai dit Gimel. En 5 minutes, tout le bataillon savait que j'avais voté Gimel, d'accord. Et je ne comprenais pas. Je me souviens, je faisais on était à la péninsule, on était encore au Sinaï. Le Sinaï était encore dans les mains d'Israël. Donc on passait des nuits comme ça à faire la garde. Et un copain me dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, écoute, c'est clair. C'est clair que Am Israël, nous sommes pas, le peuple d'Israël n'est pas né comme ça. On est à la suite d'un peuple qui a 3-4 000 ans, qui a tenu grâce au monde religieux. Mais alors pourquoi tu n'es pas religieux? Je lui ai dit, absolument rien à voir. Moi je ne suis pas religieux, mais je sais que ça c'est la vérité. Bon, je ne vais pas lui dire qu'un beau jour je pensais être religieux. Mais ils ne comprenaient pas. Mais néanmoins, on peut commencer à marquer et leur faire passer le message. Écoute, tu es israélien, mais tu es juif avant tout. Et juif, ça a passé de 3-4 000 ans. J'avais toujours mes tefilines dans le kit bag. Il y a un grand sac comme ça dans lequel tu as toutes tes affaires à l'armée, d'accord? Tout au fond. Je ne mettais pas les tefilines, mais j'avais avec moi. C'était un truc comme ça. Voilà. Un jour, je me souviens que le MEMP, le chef de l'unité, il fait un mistar, il fait un contrôle, d'accord. Tout le monde ouvre les sacs, il regarde tout ce qu'il y a dedans. Il voit être filine. Il dit, t'es religieux? Je dis, non. Ah, pourquoi t'es filine? Ben, je suis juif. Ben, je suis juif. On peut être sans être religieux, je suis juif. Filine fait partie des bases du judaïsme. Bon, après à l'armée, au bout moment tu deviens gradé, tu as plus de temps. Et il y a un petit truc qui a fait, un petit déclic. Un jour, je suis rentré à la maison pour le week-end. Je rentre à la maison, là, je rentre à l'armée. Je commence à tout pratiquer. Et là, j'ai eu des épreuves les plus dures de ma vie. La plus dure peut-être. Il y en a eu 2. C'est rentrer à l'Yeshiva et celle-là. J'arrive à la base. Maintenant, on était dans le Segel. Segel, c'est l'unité des commandants. D'accord? On est dans la même tente, on est en vie ensemble, on se connaît par cœur. D'accord? Et eux, c'est comme beaucoup d'Israéliens moyens, des anti-religieux de première. Il y en a un, il m'a dit, son hobby quand il rentre le week-end, t'as rien, t'as un week-end, j'étais tankiste, donc t'as un week-end sur 3. On sort très mal. Une fois, 3 semaines, tu rentres à la maison, tu arrives esquinté, tu dors la moitié du temps, il faut faire la lessive, tout ça, tu n'attends de rien. Lui, il prenait un seau avec une éponge et un savon, il allait nettoyer un grand panneau qui donne sur la route, non contre la kriya datil. Comment on traduit ça en français? Non contre les religieux. Voilà. D'accord. C'était son kiff du Shabbat. Bon, c'est ce que j'avais, les copains que j'avais été dans l'équipe. Alors je rentre à la base, toute la route, je me dis comment je vais leur dire ça? Ça va être terrible. J'avais la kippa, une petite kippa srouga comme ça, brodée, sous la kumta, sous le béret noir. Le béret, c'est quand tu sors, c'est des habits de sortie, uniforme de sortie. Quand tu as un truc de travail pour se battre, tout ça, t'as une casquette, on habille les habits A et les habits B. Habit A, c'est pour les sorties, habit B pour normal. Bon, dès que tu rentres à la base, tu ranges tes habits A, tu mets tes habits B. Dans l'attente, bon, je sors, je change le pantalon, je change la chemise, et je suis avec mon béret. Et j'arrive pas à l'enlever, parce que dessous, il y a la kippa. Et tous les copains sont là dans l'attente. Un quart d'heure passe, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. J'ai l'air idiot avec mon béret sur la tête encore.
Bon, j'ai pris mon courage de main, je dis, écoutez, les amis, voilà, une annonce à vous faire, voilà. J'ai décidé de faire chouva, et tac, j'ai enlevé le béret. C'était terriblement dur. Il a rigolé un peu comme ça, les restes, ils ont respecté. Voilà. Donc ce fut déjà officiel à ce moment-là. C'était 3 semaines avant la guerre du Liban 82. Après la guerre éclatée, j'ai senti carrément 2 anges qui m'ont pris comme ça par les épaules et m'ont fait traverser toute la guerre. J'étais bête. Pas possible comme j'étais bête. Je vous raconte parce que les gens ils aiment bien ces histoires, ça n'a rien à voir avec Chouva, mais c'est les trucs de l'armée, les gens ils écoutent ça avec les yeux écarquillés. Je voulais voir action, de l'action. Comme on est entraîné sans cesse à vouloir à se battre. Quand tu vois vraiment la vraie bataille, t'as même envie qu'il y ait... On était idiots, d'accord, t'as envie même qu'il y ait du combat, histoire de voir comment ça fait. On était en retrait, comme ça, derrière une petite colline, et il y avait un village qu'on devait attaquer, que l'armée attaquait, et il y avait les Skyhawks, les bombardiers israéliens qui bombardaient les fortifications. Moi j'ai une jumelle, je suis commandant, je monte sur le haut de la colline et je regarde avec la jumelle, on voit les avions qui attaquent, les bombes qui sautent, qui remontent en live, quoi, c'est ça. Puis on voit les Golani qui viennent comme ça cachés, qui sont en train de. Il y avait 2 collines, et la colline là-bas, le troisième au centre qu'ils devaient conquérir, ils rentraient comme ça, là, pour aller. Tu vois, voilà, en vrai. Mais il y a un truc à pas faire, se mettre sur une colline comme ça en haut, c'est comme un feu rouge allumé, d'accord. Au bout d'un moment, je descends, je fais 3 mètres, j'entends boum énorme. Je tombe par terre, plein de terre qui me tombe dessus, à l'endroit où j'étais dans un cratère. J'ai échappé 2 secondes. Je restais encore 2 secondes là-bas, c'était pas moi qui vous parlais ici. Et beaucoup encore d'histoires de ce genre-là. Donc je sais que j'ai été sauvé très très souvent. Il y a beaucoup d'autres histoires, Baruch Hashem. Fini la guerre, ils m'ont rajouté encore 3 mois. Pas le coup de la guerre, 3 mois, donc je fais 2 ans, 1 quart de service, je quitte l'armée. Et je vais à Yeshiva. Je voulais faire fac et Yeshiva. Le Rav là-bas, il me dit, c'est dommage, je ferais que de la Yeshiva, c'est mieux. Je lui dis, non. Il dit, bon, ok, il faut respecter la vie de chacun, fais ce que tu veux. Je sors de là-bas, puis je décide, il a raison après tout. Allez, je fais que Yeshiva. Bon, je suis allé là-bas une journée, et il y avait des cours de Hashkafa, pensée juive. Et moi, la Hashkafa, j'en ai reçu toute ma vie, j'avais comme ça. C'est clair, moi je voulais maintenant Steigen. Donne-moi Gemara, tac. En attendant, mon oncle est décédé, il y a eu 7 jours de deuil. Un rabbin m'a dit, tu veux, va essayer une autre yeshiva. Mais Torah Bemuna, c'est une Torah c'est une yeshiva de Balei Tshuva, Haredit, orthodoxe. La Nala, c'était Belz. Mais c'était orthodoxe lituanien. En fait, c'était là-bas qu'il y avait beaucoup de grands conférenciers israéliens, le bastion des conférenciers israéliens dans les séminaires. J'arrive là-bas. Alors aussi l'histoire, c'est ma deuxième grande épreuve. J'arrive là-bas un matin. Bon, il fallait monter au premier étage. Et j'avais une peur terrible. Parce qu'on se fait des tas d'idées. On se rentrer dans un monde maintenant, les Shiva, c'est noir, ça fait très très peur. Je monte une marche, je sens que c'est dur. 2e marche, 3e marche, où j'entends un cri en yiddish. J'étais glacé sur place, demi-tour, back home. Je rentre à la maison, je me dis, il y a 4 mois, tu étais au Liban, dans la région infestée de commandos syriens hyper dangereux, tu as survécu. Là, parmi tes frères, à Jérusalem, tu as peur, c'est terrible, ok, tu rentres, tu te bouches le nez 15 secondes, et tu ressors, mais reste pas à l'extérieur, au moins rentre dedans. Je repars l'après-midi, et de nouveau, je monte 1 marche, 2 marches, 3 marches. J'arrive en haut, parce que je vois un type en jeans souriant. Un type normal, d'accord. Et voilà, Baruch Hashem. Donc là, je suis rentré à cette yeshiva. Et bon, voilà, je vous raconte une belle histoire qu'il y a eu durant la guerre. C'était sympa. Il y avait dans toute l'unité qu'on était, il y avait 2 religieux. Un et moi. Moi, j'étais très motivé à faire, mais je ne connaissais rien. Lui, il connaissait un peu comme ça. La guerre a commencé le dimanche à 11h. Et vendredi midi, il y a eu un cessez-le-feu. Nous étions en première ligne. On était très proche de l'autostrade Beyrouth-Damas. Et là, il faut faire kidouche, il n'y a pas de vin. On est en première ligne, on est en guerre, il n'y a pas de vin. Alors, comment tu dis? On fait sur du pain. Alors, le type, il me dit, non, on peut faire sur du pain.
Je lui dis en tant que Tamil Chacham, ouais, mais il faut un verre, qui douche, il faut un verre. Alors on se retrouve maintenant, on était dans le tank, dans un truc blindé comme ça, avec du pain, avec un verre. Alors lui, moi je dis, il faut le verre, il faut le pain. Ok, je ne connais pas le truc du pain, mais moi je sais qu'il faut un verre pour qu'il douche. Qu'est-ce qu'on fait quand un verre, hein, t'as dit, bah alors on va pas mettre le pain dans le verre, ça fait idiot. Alors il a rempli le verre d'eau, il a coupé un petit morceau de pain, il a mis le pain dans le verre d'eau. Il a fait les kidouches comme ça, sur le pain trempé dans le verre d'eau. Quel bracha on fait, chez Akol ou à Motzi? Je ne sais plus ce qu'il a fait, je crois qu'il a fait chez Akol ou à Motzi, il a pris, hop, il a mangé le pain. Bon, c'est un truc complètement tordu à le pied à l'Acha, mais Bedi Avad, c'est valable. Si tu fais chez Akol sur du pain, c'est valable, il a encore Torotet de la main, bon, à pied à l'Acha, ça peut être valable. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si c'est valable à pied à l'Acha complètement, mais je suis convaincu qu'Hachboukou, il a vu comme ça deux petits juifs dans un petit blindé comme ça, paumé au Liban, qui essaient de faire les kidouches comme il faut, avec le peu de notions qu'ils ont. Voilà, alors quoi dire encore sur la tchouva? Bon, là, j'y vais, je suis arrivé, on m'a mis en cours directement, il y avait un Ben Mena, il me dit, tu viens d'un séminaire? Je lui dis, c'est quoi un séminaire? Pourquoi on existait un truc pareil? C'était le premier séminaire à Achima à l'époque, et en fait, c'était le bastion des séminaires. Donc là-bas, j'ai eu comme prof de Gemara Rav Neugershal, qui est un super grand conférencier. Ben Mena, c'est lui qui est à l'origine de tout moment de la tchouva. Shalom Serbernik, c'est un monsieur qui était candidat au prix Nobel de chimie. Une grosse tête. Comment il gagnait sa vie? En faisant des tournois d'échecs. Il faisait plusieurs tournois en même temps. Là, il y avait des clubs comme ça, et il jouait pour de l'argent, et il jouait. Là, il fait plusieurs parties, et il savait tenir tête, c'était une grosse tête énorme. Et un beau jour, il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? Un jour, il faisait la queue à la seule boucherie qu'il y avait en Israël à l'époque, qui vendait du porc. Et vu que c'est la seule boucherie qui vendait du porc, il y avait une grande queue, donc il faisait la queue. Puis, du coup, il a pensé à son grand-père. Son grand-père est mort dans la Shoah. Comment? Son grand-père était religieux, avait la barbe, les péotes, et c'était vers la fin de la guerre, déjà c'était à Auschwitz ou un des camps de ce type, on entend déjà les canons des Russes à 10 km. Donc les nazis savent que c'est mort. Ils ont sorti quelques juifs, dont le grand-père Serbernik, et ils leur ont donné une décision, coupez vos barbes. C'est permis de couper une barbe, aucun problème. Par contre, il est marqué que s'il y a une Xerat Shmad, s'il y a un décret d'anéantissement contre le peuple juif, on veut enlever leur Torah. Les goïms font cela contre la Torah d'Israël. Ce n'est pas qu'ils t'en veulent à toi, ils en veulent à la Torah d'Israël. Alors c'est marqué que même pour un lacet que portent les juifs comme un juif et pas comme un goï, il faut se faire tuer. Le grand-père Serbernik s'est dit, pourquoi ils veulent que j'enlève la barbe? C'est pas contre moi, c'est contre la Torah d'Israël. J'enlève pas. Il a refusé. Et ils ont déchiré ils ont tiré sa barbe avec les bottes, avec les poings, et il est mort comme ça. Il s'est dit quoi? Moi je fais de la queue maintenant pour manger du porc en Israël, alors que mon grand-père, pour une barbe, c'est pas possible, c'est pas cohérent. Et il a commencé à chercher, il a fait tchouva, et il est devenu un des plus grands conférenciers. C'est lui qui a monté à Rachim. Je raconte l'histoire de Tzvi-Bal dans la guerre de Kippour, je ne veux pas raconter ça. Ils sont deux. Il y avait Shalom Serbernik et Tzvi-Bal. Les deux. Tzvi-Bal, c'était un physicien. Donc le juif, c'est le physicien. Ils ont commencé à mettre au point comme ça les preuves scientifiques, comme quoi l'évolution c'est faux, les preuves archéologiques, tout ce qu'on peut avoir, la méthode de parler le langage occidental pour amener les gens à la Torah. Arrêtez de partir de l'axiome Dieu a donné la Torah à Mont Sinaï et de là tout découle, et dit qui me dit que c'est vrai? Viens, je te prouve maintenant. Allez avec des preuves. C'est donc la méthode qu'après nous on a repris et on a en francophone, en espagnol, en anglais. Aujourd'hui la méthode elle est même je dis même aujourd'hui même l'islam commence à faire comme ça, d'accord? Utiliser la façon scientifique et cartésienne pour prouver la vérité de la Torah ou dans le cas occurrent de l'islam. Enfin la vérité, oui, entre guillemets. Et puis tout à coup j'ai vu qu'on pouvait, moi je ne vois pas des trucs très personnels, c'est donc un truc philo, l'histoire d'Israël, mais les preuves, je ne connaissais pas les vraies preuves. Je vois qu'il y a des preuves. C'était des preuves, par rapport à ce qu'aujourd'hui, c'est du minable de minable. Le plus grand truc, le sommet qu'il y avait dans le séminaire, c'était qu'on voit le mot Germamia dans la Gemara Megillah. Sans toute la suite qu'il y a aujourd'hui, que Germamia, marqué Germamia, c'est marqué dans ce traité Megillah, que Germamia, il y a un danger qui va détruire le monde entier. C'était le top de tous les séminaires. Les gens s'est joué grâce à ça. Mais rien que ça, j'ai vu, ça m'a retourné. Hein?
J'ai pas compris. C'est la référence aujourd'hui aussi. Oui, mais le coup gamin aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est des trucs, Essa, Adolf Hitler, la croix gammée, les trucs, c'est autre chose. Ça pas rien. Guerre Mamia, c'est marqué, voilà, que dans la Gemara, il y a un danger, il voudra détruire le monde entier, c'est tout. Qui sait quoi c'est, comment c'est, pas plus. Ma mère, bon, je me marie environ, donc je rentrais vers le mois d'octobre à l'Eshiva, juin, je me marie avec ma femme, qui est... mais une jeune fille qui était de Genève aussi, donc on se connaissait comme ça, et quelqu'un m'a proposé un chidour, je lui ai dit non, je ne suis pas prêt pour le chidour. Il m'a dit, si moi j'attendais d'être prêt pour le chidour, je ne serais toujours pas marié. Il avait 50 ans et plus, donc je me suis marié, et les beaux-parents, donc mes parents. Ma mère, c'était une Israélienne très dans le... D'accord? Donc elle attaquait toujours. Un jour, elle m'a dit, tu dois aller voir un psychiatre. Tu es malade, tu as les TOC. TOC, c'est les tics nerveux, troubles, obsessionnels, compulsifs. C'est ça? Tu te laves les mains toujours, avant le repas, pendant le repas entre le poisson et la viande, à la fin du repas, Maïmachonim, si on se gratte, il faut laver les mains, tu mets des trucs dans l'oreille, il faut se laver les mains, toutes ces choses, il faut laver les mains, tu gardes dedans, il faut laver les mains. C'est clair, tu as un trouble nerveux, comment tu appelles ça? Obsessionnel, compulsif, va voir un psy. Je lui dis, je suis d'accord, mais tu vas au séminaire. C'est le premier séminaire à Achim, ça durait une semaine, rien qu'en hébreu. Et gros miracle, elle a accepté. Pas pour aller au séminaire, pour que j'aille voir le psy. Le psy, je ne vais pas aller le voir jamais, au Hachem. Je lui dis, d'abord tu vas au séminaire. Dimanche, je ne suis pas allé au séminaire. Je me dis, elle va incendier tout le monde. Elle avait peur de rien. Elle va incendier tout le monde, c'est terrible. Je vois le stapler, je demande une bracha. Et dimanche soir, j'arrive là-bas, je rentre dans la salle de conférence, je vois ma mère en train d'écouter le rabbin parler. Ça veut dire, les poules auront des dents, c'est une expression suisse, Mashiach il est là. J'appelle ma femme, elle s'est mise à pleurer au téléphone. Quand je dis que ma mère écoutait un rabbin parler, ma femme s'est mise à pleurer au téléphone. C'est pas possible. Mercredi, c'était long, c'était pas 2 séminaires qu'on fait, nous, 2 jours, c'était une semaine. Mercredi, ma mère éclate en sanglots, 2 jours, elle pleure non-stop. Et Baruch Hashem a commencé à faire tchouva, aujourd'hui elle porte la perruque, Baruch Hashem, la totale. Et cette semaine, il y a exactement quel jour on est, mercredi, mardi passé, il y a 8 jours, mon père et ma mère ont fait leur aliyah de nouveau, back home, en Israël, après 51 ans d'absence en Suisse, la boucle est bouclée, ils reviennent en Israël, Baruch Hashem, et dans la Torah. Voilà, alors quoi encore, qu'est-ce qu'on peut raconter encore là-dessus? Oui. Au niveau justement de votre teshuva, quand vous êtes foncé dedans quelque part, vous êtes tout de suite devenu le chômeur. Alors je dis d'abord, pendant un an, je ne roulais pas en voiture Shabbat, mais j'allumais encore des baravos d'Anteno Arabim, il ne faut pas raconter ces choses-là. Bon, mais le reste, je ne faisais pas. Baruch Hashem, au niveau des filles, j'étais pas mal conservé, Dieu m'a protégé, mais dès que je suis, j'ai tout fait. Je me souviens que la première fois que je fais une bracha, je ne comprenais pas. Baruch Ata Hashem. Qui, quoi, comment, donc, où. Ça passait pas du tout. Mais je faisais, et à fond. C'était tout ce que je suis, j'ai fait. Une fois, je me suis levé le matin, j'étais déjà religieux. Il fallait faire un éclat d'âme. Il n'y avait pas d'eau. Le robinet était à 500 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le droit d'aller d'un coup. À Hadi, il faut s'arrêter tous les moins de 2 mètres. Alors, je partais comme ça, comme un crétin fini, d'accord, tu le vois, le type au milieu du campement, comme ça, qui fait 1 mètre et demi, il s'arrête. 1 mètre et demi, il s'arrête. 1 mètre et demi. Voilà, j'étais, Baruch Hashem, on compris que c'était important, il fallait le faire. Et je passais, je me souviens, avec un plaisir énorme, des heures, sur 3 mots de Rashi. 3 mots de Rashi, je prends le dictionnaire, j'ouvrais sans cesse chaque mot dans le dictionnaire, c'est de l'araméen, je ne comprenais rien. Alors, tu as 3 mots. Alors, il y a une virgule. Elle est après le premier ou après le deuxième? C'est une question ou c'est une réponse? On se cassait la tête des heures. Ça, je vous dis ça pour un grand moussard, faut pas croire. Et c'est comme ça qu'on grandit en Torah, il faut... Voilà. Après, depuis, donc, j'ai toujours étudié. Et un beau jour, j'avais déjà mon fils, que vous connaissez ici, qui vient tous les jours, il avait 4 ans. Il fallait le faire rentrer au Talmud Torah. Étant Sfarad, en Israël, un Sfarad, c'est très dur de le mettre dans Talmud Torah. Les bons Talmud Torah sont Ashkenaz. Les Sfarad n'étaient pas très bons. Donc c'était impossible de le mettre, j'étais Sfarad. De plus, Baal Tshuva,
de plus venant d'étrangers. Toutes les mauvaises qualités pour être acceptées dans un bon Talmud Torah Ashkenaz. Je dis pas de problème. Le Rabben Chaim, le directeur de la yeshiva maintenant, c'était mon copain au collège, ou dans mon collège j'étais avresh, donc j'étudiais la Torah en moyennant une bourse mensuelle. Je lui dis écoute, j'ai des donateurs, on ouvre un Talmud Torah. Tu seras le directeur, moi je m'occupe un peu comme ça. On ouvre le meilleur Talmud Torah au monde, pour les Saradim. Bon, on met en place tout le machin, tout est réglé, ficelé. Ok, on va rien faire sans prendre la bracha d'un gadol, on va voir le Rav Shach. Le Rav Shach, on arrive, il y a un type qui sort, il dit le Rav a demandé de rester tout seul un moment. Bon, on attend. Au bout d'un moment, le Rabben Chaim me dit, allez, vas-y, rentre. Bon, allez, tac, je rentre. Alors Shach dit, du genre, j'ai demandé qu'on me dérange pas. Moi, je suis l'idiot du genre, je suis au courant de rien. Moi, il me fait, venez. Bon, alors je commence à expliquer, voilà, le Tchouva, ça fait 4-5 ans que j'étudie à la Yeshiva. Au Hachem, j'aime bien étudier, mais il y a un problème des Talmud de Torah pour les Sfaradim. Et moi, j'ai un donateur, il est prêt à me donner tous les mois tout ce qu'il faut. On a tout mis, tout ficelé comme il faut, on a les profs, les machins, tout ça, on fait un Talmud Torah, Sfarad. Et le Rav, il m'écoute comme ça, les yeux fermés, hein, il me voit à peine. Et je vois, il fait comme ça. Bon. Après, je lui dis, mais d'un autre côté, j'ai que 4-5 ans de Torah dans le ventre. Peut-être, il faut encore, j'ai jamais étudié, peut-être je peux encore monter, l'Igdol Torah, grandir en Torah. Et là, je vois qu'il fait comme ça. Bon, je me suis dit, ok, la réponse est claire. Oui, le Talmud Torah, non, étudier la Torah. Et il me dit, Asalas Robim. Je comprends rien, il dit ça avec l'accent yiddish. Je lui dis, pardon, tu veux faire Atzalat Rabim, tu veux sauver beaucoup de monde. Et tu dis, tu pourras sauver beaucoup plus. Et comme ça a été enterré le projet du Talmud Torah, et je me suis remis à étudier la Torah. Et je dois vous dire que lorsque je lui dis, je vais l'Igdol Torah, je vais encore grandir en Torah, j'ai eu comme ça un élan intérieur. Et lui, j'ai vu qu'il faisait comme ça. J'ai une lumière comme ça. J'ai senti un truc de ma vie, je n'ai pas ressenti, vraiment une lumière comme un flash, tac. Comme si lui avait senti le truc et il me renvoyait en plein dans la figure comme ça, un flash de ma vie, je n'ai pas ressenti un truc pareil. Kadosh, un homme kadosh. Parce que quand j'ai dit ça, il a un peu ouvert les yeux, tac, comme ça. Voilà. Donc on s'est remis à étudier et on parlait de faire des séminaires, des conférences pour les francophones en français. Oui, je suis d'accord, mais il n'y avait rien qui se faisait. Puis un jour, on m'a dit, voilà, il y a une réunion de tous ceux qui sont intéressés par cela, à Beit Vagan. On donne l'adresse, je vais là-bas. Et il y avait des Avrechim de Bnei Brak qui disaient, la méthode Arachim, c'est un truc américain, preuve A plus B, ça ne marchera pas avec les Français il leur faut de la pensée, de la philo. Nous, on fait la Gemara, et dans la Gemara, comme ça, on sort, on fait de la philo, et comme ça, les gens, ils font tchouva. Moi, j'ai vécu un séminaire, je sais à quel point c'était très très fort, très puissant. Et moi, la Gemara avec la philo, c'est pas mon truc. Bon, je dis oui, non. Ils m'ont dit non, moi je suis en minorité. Je dis bon, c'est comme ça, ok. Je rentre à la maison, je suis sur la route, comme ça, je rentre un peu. Bon, bah tant pis, c'est pas pour moi, je continue à étudier, point barre. Et j'arrive à 1h du matin chez moi, je vais dormir. Ma femme lisait à l'époque Chavot el-Vavot, les devoirs des cœurs de Rabbeinu Bar Hayeh. Et le bouquin était, traduction en français, était comme ça sur le truc de la fenêtre, le revers le bord de la fenêtre. Bon, je prends le bouquin histoire de m'endormir en faisant un truc, j'ouvre comme ça, et je vois, celui qui peut faire tchouva aux frères de son peuple et ne le fait pas, reverra leur sang tomber sur sa tête. Bah, c'est clair comme message. Donc, tu veux monter en Torah, par maintenant de faire tchouva. Hein? Je ne croyais pas du tout. Non, même ça m'a quand même. Pourquoi j'y crois pas? Parce que je veux dire la suite de l'histoire. Bon, je vois le Rabben Sion Shaoul, je raconte toute l'histoire, voilà, Arachim, machin, tout ça. Et là, écoutez, je peux grandir en Torah. La même question que je posais il y a quelques années au Rav Shach. Il me dit, est-ce que tu sens que tu avances en Torah? Je dis oui. Je dis comme ça, j'ai vu, il a fait boum en arrière. De nouveau, c'était avec un élan comme ça. Il a fait comme ça. Il m'a dit, continue à étudier. Et les séminaires, mais Ben Azmanim, tu fais des séminaires. Le temps normal, tu étudies. Bon, ok, voilà, merci beaucoup. Je descends, le rêve, j'ai oublié de lui raconter le truc du rêve. Je remonte de nouveau, hop, son ascenseur, les codards, j'ai oublié de vous dire. Il m'écoute, il a été un peu, il a pris en considération, il dit, mais comme je te dis, rien n'a changé. Rêve ou pas rêve, rien n'a changé. Et fil en aiguille, je n'ai pas écouté le Rabbanim, j'aurais dû étudier encore beaucoup plus. Et comme a dit le Rav Shach, si j'ai étudié beaucoup plus, j'aurais pu faire encore beaucoup plus. Et peu à peu, voilà, on a commencé. La suite au prochain, parce qu'on doit
La suite au prochain numéro. Baruch Adonai.